Bonjour, c'est Didier Van Kovlart et vous regardez Rive 54. Voilà, aujourd'hui c'est avec un grand plaisir qu'on est en votre compagnie, Didier Van Kovlart, pour votre roman Jules aux éditions Albin Michel. Et moi je commence par les gens que vous citez à la fin, c'est Sophie Massieu de RTL. Et j'aimerais bien que vous nous disiez pour quelle raison je dis ça, parce que ça a tout eu l'incidence sur votre roman, je pense. C'est une journaliste non-voyante qui avait une émission sur RTL l'an dernier, l'été, et que je connaissais depuis longtemps. J'ai commencé à enregistrer mes romans pour les aveugles dans l'association Lire dans le Noir. Et puis, ça faisait encore plus longtemps que j'avais envie d'écrire une histoire sur un chien d'aveugle et sa maîtresse. Et le fait de retrouver, il y a un an, l'été dernier, Sophie Massieu avec son chien guide qui allait partir à la retraite. C'était la dernière fois qu'ils étaient ensemble, alors que le roman que j'avais commencé à écrire, et puis j'étais sur plein d'autres projets, donc j'avais un peu arrêté. Alors que mon héroïne était une voix de RTL aussi, et qu'elle avait ce rapport très particulier avec son chien. Le fait, comme si la réalité vous envoie un petit signe comme ça, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je retourne dans ce roman, c'est là, c'est maintenant. J'ignorais totalement que Sophie Massieu travaillait à RTL, faisait un peu le boulot de mon héroïne. Voilà, c'est des moments où la réalité a l'air de vous souffler à l'oreille, allez, remets-toi au boulot. Alors Jules, justement c'est le chien d'aveugle et c'est intéressant parce que, alors ça va être difficile parce que j'allais dire on voit l'histoire par rapport à lui et c'est l'approche qui vous a semblé naturelle dès le départ justement d'utiliser le chien. Ce chien est le trait d'union entre deux humains, entre sa maîtresse qui vient de briser sa vie involontairement parce qu'elle a recouvré la vue après une opération et son chien perd son rôle, tous ses repères, sa raison d'être et il va se rabattre sur un homme qui lui est tombé amoureux d'Alice, de sa maîtresse, pour essayer de récupérer sa maîtresse, puisque on l'a placée chez un autre aveugle et qui ne supporte pas d'être séparé d'elle. Donc je voulais à la fois que le chien, bien sûr, soit le personnage essentiel du roman, mais ne pas lui donner la parole. Le roman est tantôt écrit par Alice et par cet homme, Zibal, et on a donc le regard de l'un sur l'autre. Le regard de cet aveugle qui retrouve la vue avec tout ce que ça peut bouleverser dans son intimité, dans son rapport au réel, aux autres, à son chien. Et puis cet homme qui, lui, a eu un coup de foudre en passant. Il ne pense pas qu'il y aura une suite et le chien en a décidé autrement. Et cet homme qui ne connaît pas du tout les chiens voit ce labrador au chômage technique, ce chien d'aveugle réformé qui dévaste sa vie, qui va tout casser, mais pour lui permettre de se reconstruire et l'emmener en fait vers la grande aventure de sa vie. Et après je rentrerai un petit peu dans les personnages, mais j'ai trouvé vraiment intéressant parce que comme vous l'expliquez, la personne aveugle va retrouver la vue. On dit toujours c'est un sentiment de joie. Je me permets juste de lire une phrase qui m'a... C'était si c'était pour imprimer de telles images, à quoi bon revoir le jour? Il y a une aventure qui se passe et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de l'aspect parfois un peu pervers finalement, parce que elle a une amante aussi qui s'appelle Fred. Fred a peur qu'elle recouvre la vue pour la juger. Enfin, tout ça, c'est intéressant. C'est venu tout de suite ou... C'est complexe. Il faut dire que Alice a vu jusqu'à l'âge de 17 ans. Et puis, une agression dans les yeux, un jet d'acide lui a fait perdre la vue. Et à 30 ans, une opération de la cornée lui rend la vue. Donc, entre 17 et 30 ans, elle a évidemment reconstruit tout son monde. Elle s'est reconstruite pour supporter son handicap. Il fallait construire du neuf, un dynamisme, une force motrice, une joie, un monde imaginaire. Elle gagne sa vie comme voix de radio, mais elle est peintre. Et elle pense que toute cette joie qu'elle a dû refabriquer, elle l'exprime sur ses tableaux, parce qu'elle peint d'après la température différente que chaque couleur émet. Sauf que lorsqu'elle recouvre la vue, une des choses qu'elle découvre, c'est les tableaux qu'elle a faits et qui sont complètement plombants. Oui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle croyait faire, ni avec ce que les gens disaient. Ils lui disaient, vos tableaux, ça donne la pêche, c'est génial. Et non, c'est en fait toute cette détresse intérieure qui, à son insu, s'est exprimée sur les tableaux. Et ça fait partie
des visions brutales qu'elle reçoit, comme oui, elle découvre son chien avec qui elle vit depuis 7 ans, mais qu'elle n'a jamais vu. Le chien qui refuse après de prendre la laisse quand il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va plus, parce qu'elle voit qu'il n'est pas dupe. Donc tout est perturbé, et puis la personne avec qui elle vit, qui ne correspond pas du tout non plus à l'image que donnaient ses gestes, sa peau, tout ça, voilà, tout son décor, le monde tel qu'il est devenu. C'est vrai que découvrir tout à coup un monde où les gens se croisent, rivés sur leur portable, ou les doigts en train de textoter, en se croisant comme des espèces de zombies, elle ne pouvait pas du tout deviner que c'était devenu ça, le monde extérieur. Et puis surtout le fait d'être séparée de son chien qui est donné à un autre aveugle, et comme elle dit, je préférais ne rien voir à deux que voir toute seule ce qu'est devenu le monde. Mais ça me fascine, honnêtement, tous ces petits détails, là, la peinture, les regards. Comment, si on rentre un peu dans la cuisine de l'écrivain, je suis désolé, mais ça me fascine parce que c'est des détails qui marquent encore plus. Hein, ça vient naturellement ou c'est en écrivant? Ce qui m'intéresse, moi, dans le roman, c'est le détail. Plutôt que de faire 3 pages d'état d'âme, je m'appuie sur un détail, le rapport justement à un décor, à un accessoire, à quelque chose qui est très parlant. C'est ça un roman, c'est aussi lorsqu'on réussit à réduire au maximum tous les mots qu'il faut pour que le lecteur comprenne qui est quelqu'un, une partie du pari est gagnée. Le style, c'est aussi une économie de moyens avec des choses qui ressortent. Et c'est vrai que symboliquement, quelque chose de très concret peut avoir beaucoup plus d'impact que des pages d'état d'âme. Notamment ce rapport au tableau, ce rapport à son chien. Voilà. Et puis qui marque tout de suite, parce qu'on est tout de suite, on se met à la place aussi de la personne et on comprend tout de suite ce malaise. Zibal, vous pouvez nous dire l'origine du prénom, parce que c'est quand même sympa et ça colle à la personnalité au départ. Là aussi, oui, le détail est révélateur. Zibal, ça vient de Zibala, qui veut dire poubelle. C'est sa mère adoptive qui a voulu lui rappeler ses origines, puisqu'il a été abandonné à Damas, en Syrie, par sa mère à sa naissance, dans une poubelle. Mais pas n'importe quelle poubelle, la poubelle de l'ambassade de France. Donc il a pu supposer que sa mère biologique lui voulait que du bien, lui voulait du meilleur, rêver pour lui un destin plus confortable, Et c'est la femme de l'attaché culturel de l'ambassade qui le recueille, qui va l'adopter, qui va faire des pieds et des mains pour le sortir de Syrie, et qui en même temps va écrire un livre inspiré par cette aventure qui va s'appeler Zibal, l'enfant de la poubelle, qui aura du grand succès, qui gagnera le prix Femina. Et pour Zibal, ça demeure l'une des seules réussites de sa vie. C'est le tirage du livre qu'il a inspiré à sa mère adoptive. Mais il a accepté aussi son sort au départ, on dirait, parce qu'il vend des glaces dans un aéroport alors qu'il a quand même un passé de scientifique et qu'il a été trahi en plus. Oui, c'est-à-dire qu'il a, comme souvent les enfants adoptés, il a vraiment à cœur, dans son enfance, son adolescence, de donner le meilleur pour mériter quand même cet amour, ce choix des parents adoptifs. Et c'est vraiment une tête. Il a passé une thèse d'astrophysique et sur la thermodynamique des trous noirs. C'est un ingénieur surdoué aussi qui a déposé plein de brevets. Et puis il a inventé un procédé pour dépolluer le lisier de porc, donc supprimer les algues vertes. À l'époque, il vivait avec une femme dont il avait sauvé la petite entreprise, justement, bretonne, et il avait déposé le brevet au nom de l'entreprise. Puis quand sa femme l'a éjecté pour prendre quelqu'un d'autre, elle a gardé le brevet. Et lui, il a laissé faire, comme il dit, j'ai une idée trop haute de l'amour pour y mêler les avocats et les notaires. Et puis bon, il a trop de diplômes à 42 ans, trop de diplômes pour son âge. À diplôme égal, les entreprises choisissent un jeune, c'est ce qu'on lui dit à Pôle emploi. Et on lui a trouvé un boulot de vendeur de macarons à Orly-Ouest, et bien content, ça lui permet de payer son loyer, tout en faisant des petits boulots des boulots qui ne rapportent pas du tout, traducteur d'ouvrages scientifiques à 3 € le feuillet, quoi. Mais il y a aussi votre style, je veux dire, que même quand on vous écoute, moi je souris, parce que il y a ça aussi, je veux pas que ça paraisse trop sombre quand on est en train d'en parler, mais il y a ce côté léger, et puis comment, encore une fois, on a cette joie de vivre quand même, finalement, oui, quand on écrit ça. La légèreté, c'est le regard que le personnage porte sur la pesanteur de sa vie et de la réalité. C'est ce décalage de l'humour qui, en même temps, permet de supporter quasiment tout,
et en même temps vous amène à une certaine résignation handicapante, quoi, une forme de fatalité. Quand on a vraiment la distance de l'humour, on ne se bat pas pour être le premier, pour conquérir, on ne marche pas sur les autres. Une espèce de fatalité de l'immobilisme qui en même temps vous dit au moins je suis resté intact, ce qui m'est arrivé de moche n'a pas déteint sur moi. Je n'ai pas riposté à l'adversaire avec ses armes, je suis resté moi-même, mais en même temps ça ne vous mène pas très loin peut-être. Et c'est le chien qui va en fait secouer toute cette situation de résignation ironique dans laquelle il s'était laissé un peu enfermer. Voilà, parce qu'en fait les deux héros vont se reconstruire grâce au chien, et c'est ce que je voulais vous demander, parce que vous avez pris le parti justement de ne pas rentrer dans les réflexions du chien, on aurait pu imaginer qu'il parle. Ça doit être un sacré défi aussi, parce que là on parle de regard, le chien qui pousse les gens, qui provoque un accident à un moment, qui fait une dépression. Et on est à sa place au chien malgré tout. Oui, et en même temps, on a toujours une part de mystère, puisque aussi bien Alice que Zibal essaient de déduire du comportement du chien, de ses réactions, de son état physique, ce à quoi il pense, qu'il cherche. Et ça me paraissait beaucoup plus important et intéressant que de donner la parole au chien de manière un peu artificielle. Et ce qui est de percevoir la logique d'un chien, surtout un chien guide d'aveugle, qui est un chien en tant comme les autres, avec son instinct, son amour, son besoin d'affection, d'être le centre du monde, son besoin du jeu, de fidélité, de présence. Ça, je ne l'avais pas réalisé. Vous voyez qu'un chien d'aveugle était si émotif quelque part. Ah oui, il est un chien comme les autres, mais en plus, c'est un athlète mental et physique. On l'a conditionné par le dressage pour être à la fois lui-même et la conscience de la personne qu'il guide. Il doit constamment prendre des décisions pour la personne, il voit pour la personne, et il doit par exemple décider s'il passe un échafaudage ou pas. Lui il passe, mais est-ce que la personne derrière qu'il guide avec son gabarit tout passera? Donc il est double, c'est une espèce de schizophrène contrôlé. Et ça s'arrête lorsqu'on lui enlève son harnais, son gilet de travail, il redevient un chien comme un autre. Et je me permets juste qu'à un moment, il voit un berger allemand qui fait une faute et on sent qu'il lui en veut, parce que c'est un chien d'aveugle aussi, le berger allemand, et la personne s'est cognée. Là, c'est le moment. C'est excellent. C'est le moment où lui cherche désespérément, parce qu'il a ce besoin en lui, d'aider, de guider. Et il est désaffecté puisque sa maîtresse ne voit plus, et il voit un chien d'aveugle en service qui commet une faute. C'est-à-dire qu'on est sur la plage à Trouville, il y a des cerfs-volants, il y a donc un câble d'un fil de cerf-volant, le chien est passé en dessous, mais il n'a pas calculé derrière la hauteur de son maître qui prend le filin dans la gorge. Et là, Jules se jette sur ce chien qui a commis cette faute-là, mais pour lui piquer son aveugle, pour réparer la faute professionnelle. Et ça, c'est pas une scène à laquelle j'ai assisté, mais c'est une scène tout à fait possible dans la vie, vu la psychologie de ces chiens que je connais bien. Il y a un autre thème, c'est l'amour en général. Je sais que ça fait des grandes phrases comme ça, mais l'amour qui va se révéler entre Alice et Zibal, mais celui aussi que Fred éprouve. Et je trouve que c'est très émouvant aussi, le personnage de Fred. Alors, ce qui m'intéresse, c'est l'intelligence affective. Parce que quand il y a une nouvelle rencontre, un coup de foudre, une passion évidemment, et qu'il y a un lien avant avec une autre personne, généralement c'est la jalousie, le chagrin, la rancune qui prennent le pouvoir sur les décombres d'une histoire d'amour. Là, pas du tout. C'est quelqu'un de très fort qui a compris que sa relation avec Alice, c'était une étape de reconstruction, que là, il arrive ce nouveau type. Simplement, Fred refuse de laisser la place à quelqu'un qui ne serait pas à la hauteur. Donc, Zibal va être complètement testé, évalué. Il sera brisé s'il n'est pas à la hauteur et il sera aidé. Mais elle lui dit en plus, c'est ça qui est génial. Et il sera aidé, même marcher en main, disant si vraiment je ne vais pas laisser Alice, parce qu'elle a besoin de quelqu'un qui soit vraiment à la hauteur, donc je ne vais pas laisser ça à un nul, à un mytho, tout ça, donc il faut me prouver. Et en même temps, Zibal, il a besoin de ça pour sortir tout son potentiel. Donc voilà, une personne qui doit se sacrifier à une histoire d'amour, elle ne le fait pas toujours d'une manière négative, et en l'occurrence c'est très malin, c'est aussi très généreux,
Et c'est une manière de ménager, de garder le pouvoir au sein de ce nouveau couple. Donc, moi, romancier, je suis aussi au spectacle des réactions de mes personnages. Par moments, c'est pas moi qui décidais ça. J'ai vu comment... je les ai vus réagir et je me dis... chapeau, c'est bien d'agir comme ça. J'aime bien quand mes personnages m'épatent un peu à partir de l'histoire, du caractère que je leur ai donné. Mais une fois qu'ils ont ça, bah, ils ont une part d'autonomie et ils me surprennent. Parfois, ils ne veulent pas faire ce que j'ai prévu dans mon plan. Ils ne veulent pas dire un truc. Ça, c'est fascinant. Il y a beaucoup d'écrivains qui m'ont dit ça. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Vous rentrez dans la pièce, vous lisez la phrase et non mais Fred ou Alice dirait pas ça en fait, qu'est-ce que tu aurais dit? C'est même le personnage qui me dit non, je veux pas faire ça, qui fait la grève. Et alors parfois ça me pose des gros problèmes dans mon plan, dans mon déroulé, mais en même temps c'est formidable que le personnage ait acquis une telle densité qu'il devient autonome et qu'il peut imprimer sa volonté, son refus ou sa proposition d'autre chose. Et c'est toujours le personnage qui a raison et je me débrouille pour inventer autre chose dans mon plan. Les recherches scientifiques, le paranormal, et moi ça me fascine, donc c'est pour ça, vous y faites souvent allusion dans votre livre, parce que vous voulez les placer aussi, hein, que l'être humain peut évoluer, ne serait-ce que comme vous l'expliquez, les algues vertes qu'on peut détruire ou des choses comme ça. D'ailleurs, j'aime pas le mot paranormal qui est idiot. Alors, sur le plan c'est quel mot alors? Sur le plan de l'étymologie, c'est idiot, ça veut dire ça veut dire à côté du normal. Donc qu'est-ce qui est d'abord le normal? C'est une notion ponctuelle. Historiquement, prenez l'électricité, prenez les ondes électromagnétiques, prenez tout ce qui est aujourd'hui des inventions qui nous paraissent naturelles, prenez même les atomes et les molécules. Vous savez qu'en 1902, l'Académie des sciences censurait toute publication sur cette théorie paranormale, si le mot avait déjà existé, il est apparu en 1920, voilà, qui était anti-scientifique. Donc c'est très fragile comme qualificatif. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous paraît incroyable et qui est la porte ouverte vers de nouvelles lois à découvrir ou en passe de l'être. Et puis la manière dont, de manière cartésienne, on va gérer ce genre de choses. Et Zibal, dans ses inventions, il y a notamment des choses qui paraissent impossibles et qui pourtant sont aujourd'hui réelles, comme le fait de la communication entre yaourts à travers les bactéries. Il suffit de mettre des électrodes. Vous prenez un yaourt fait donc de bactéries vivantes, vous le mettez dans deux pots et vous mettez dans un pot du sucre. Et vous avez une réaction dans les électrodes des bactéries face à ce nutriment dans le pot A. Et le pot B, qui n'a rien reçu, va avoir lui aussi la même réaction. Alors, est-ce que ça veut dire j'ai faim moi aussi? Est-ce que ça veut dire je perçois le sucre? Je rappelle que c'est le même yaourt initialement. C'est comme dans l'intrication quantique, hein. Deux particules qui ont été mises en présence, si on les sépare, on en mesure une, l'autre sera toujours mesurée de la même manière, elle sera au courant. Il y a un lien qui ne se défait pas à travers l'espace, le temps, et pour les bactéries c'est pareil. Donc tout communique. Et là, j'ai prêté à Zibal cette découverte. C'est l'ingénieur Cliff Baxter, dans la réalité, qui l'a faite dans les années 1960. Donc j'aime bien quand les gens croient que j'invente, et qu'en fait je rappelle quelque chose qui simplement prouve que la réalité a beaucoup plus d'imagination qu'on ne croit. Et inversement, quand on me dit ah bah ça ne peut pas s'inventer, et que je dis bah si, justement je l'ai imaginé, c'est un petit plaisir aussi. Ouais. Et juste, mais je le dis aussi, c'est le chien, le rapport à l'épilepsie. Là aussi j'ai découvert quelque chose, c'est qu'il peut protéger les gens qui en sont victimes. C'est-à-dire, ça c'est une chose que j'ai découverte moi aussi en travaillant sur les chiens d'aveugles. Ce sont les chiens détecteurs de crise d'épilepsie. Il y a 1 chien sur 10 en moyenne, d'après les recherches américaines, qui est de manière innée perçoit une crise d'épilepsie de 15 à 45 minutes avant qu'elle se produise. Alors c'est pas du paranormal, il ressent des signes microphysiques peut-être, mais surtout l'activité électrique du cerveau qui précède la survenue du symptôme, c'est-à-dire une crise d'épilepsie, c'est trop de neurones qui se mettent en phase, qui créent une sorte d'arc électrique qui se déplace de manière aléatoire et va mettre hors service les fonctions qui se trouvent, les zones du cerveau se trouvant sur son passage. Donc perte de la mémoire, de la parole, de l'équilibre, de tout.
et puis surtout le danger de la chute. Généralement, et il y a quand même 30 000 décès annuels liés à l'épilepsie, généralement c'est la chute en avant qui tue la personne. Donc les chiens spontanément qui ont détecté cette crise empêchent la chute, obligent la personne à s'asseoir. C'est un phénomène extraordinaire qui n'était pas du tout connu en France, et comme je suis par ailleurs parrain de la Fondation de la recherche sur l'épilepsie, je suis en train de mettre au point avec des scientifiques et des spécialistes du chien des structures qui permettent de tester, de recruter, de former ces chiens détecteurs de crise qui font un bien fou aux épileptiques, parce que la présence déjà du chien diminue l'angoisse d'avoir une crise à n'importe quel moment, et ce qui est un facteur aggravant justement par rapport au nombre de crises. Et puis et on voit les effets en Amérique, au Canada, en Angleterre. C'est pas agaçant quand on dit cartésien, quoi. En France, aux États-Unis, il y a des universités qui consacrent des travaux sur la parapsychologie, les choses comme ça. On passe sur nos débats, mais je trouve ça fascinant. À Toulouse, mais simplement, il y a des scientifiques très sérieux en France de plus en plus, et des chirurgiens et des médecins qui témoignent de la réalité de ces phénomènes et qui essaient de les comprendre, qui travaillent dessus. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, ça n'était pas la pensée dominante, mais une vraie bascule est en train de se produire en France. Et puis quand on parle de Descartes et qu'on parle d'esprit cartésien au sens de matérialiste un peu obtus, eh bien c'est la preuve qu'on n'a pas lu Descartes. Descartes qui par exemple a écrit toute une théorie des observations sur la manière dont il a le sentiment d'influencer le hasard, notamment les jeux de hasard, lorsqu'il est de bonne humeur, c'est-à-dire lorsque ses pensées s'accordent à l'objectif qu'il souhaite. C'est cartésien, puisque c'est Descartes qui l'a écrit. Et Descartes, qui est le premier à avoir écrit sur le chamanisme, les chamans le considèrent comme une sorte de saint patron, des choses qu'on ignore en France parce qu'on n'a pas lu Descartes, on a juste pris un adjectif. Voilà, je suis tombé dans le panneau. Voilà. Non, mais c'est pas... Non, mais justement, je suis en train de moi, découvrir. Vous savez, ce qui m'intéresse, c'est de faire circuler l'information. Après, chacun doit la vérifier, doit se faire sa propre opinion. Je veux convaincre personne. Simplement leur dire, allez voir là. Je ne supporte pas l'expression circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Bon, genre si le paranormal existait, ça se saurait. Ben oui, ça existe et ça se sait, mais encore faut-il s'intéresser au sujet et demander aux spécialistes scientifiques qui travaillent dessus où ils en sont de leurs recherches. Après, on pourra juger. Voilà, faut pas croire qu'on est sorti du sujet malgré tout, parce que dans votre roman il y a beaucoup de rapports à ça. Juste une toute dernière question, est-ce que c'est facile à écrire ce livre-là, ou alors comme quand on vient de le voir avec tous les détails, des choses comme ça, il y a une grosse structure, même si vos personnages rien n'est facile à écrire pour moi, et heureusement, parce que où serait l'intérêt et où serait le plaisir? Le plaisir de l'effort, je veux dire, le plaisir de l'artisanat de l'écriture et du pari que l'on fait, que ce qu'on porte au fond de soi, on va réussir à le faire sortir exactement de la manière dont on le rêve, quoi. Et puis je me donne beaucoup de mal pour qu'on ne sente pas l'effort lorsque j'écris. Quand les gens me disent votre livre, j'ai pas pu le lâcher, ça se lit tout seul, ben, ça ne s'écrit pas tout seul. Et justement, je travaille beaucoup ce rapport avec le lecteur, cette impression non pas de... comment dire, il ne s'agit pas simplement d'accumuler des rebondissements, des événements, d'être poussé en avant dans sa lecture, mais de travailler au son. J'écris beaucoup à voix haute, justement le rythme intérieur du récit qui va épouser le rythme cérébral du lecteur. C'est quelque chose qui se travaille de manière à la fois intuitive et artisanale, et ça fait vraiment partie de mon travail de romancier et qui me demande beaucoup de temps, mais le luxe pour un romancier, c'est le temps qu'on prend, qu'on accorde à ses livres.